Ainsi se terminèrent pour le moment les révoltes de Flandre qui avaient retenu le duc de Bourgogne pendant près de 2 années sans lui laisser le loisir de s'éloigner de cette partie de ses vastes domaines. Cependant, il n'avait point cessé de s'occuper des affaires de France. Malgré la paix, le royaume n'avait peut-être jamais été aussi malheureux. L'audace des écorcheurs et la désobéissance des gens de guerre allaient toujours croissant. Le roi manquait d'argent et ne pouvait ni payer les compagnies ni les conduire à aucune entreprise considérable contre les Anglais. Depuis que le duc d'York et le duc de Gloucester étaient venus en France et y avaient amené des renforts, les Anglais avaient repris le dessus. La Normandie était entièrement retombée entre leurs mains. Quelques jours après, le roi fit enfin son entrée à Paris. Le roi était à cheval et vêtu d'une armure d'argent mais sans casque sur la tête. Son cheval, qui portait un beau panache de plumes blanches, était couvert d'une draperie de velours bleu brodée de fleurs de lys descendant jusqu'à terre. En avant étaient les héros d'armes de France et ceux de tous les princes et seigneurs qui étaient en la compagnie du roi, chacun portant la cotte d'armes de son maître. La joie du peuple était grande, les fenêtres étaient pleines de spectateurs, la foule se pressait dans les rues, on entendait partout crier Noël. Beaucoup d'honnêtes gens pleuraient de joie en revoyant le roi, leur vrai et naturel seigneur, avec son fils, le jeune dauphin qui rentrait dans leur bonne ville après une si longue absence et tant de malheur. Lui aussi avait les larmes aux yeux d'être si bien reçu. Nul désordre, nul châtiment, nulle rudesse ne troublait cette joyeuse entrée. Le roi chevaucha jusqu'à l'église Notre-Dame, l'université lui fit sa harangue, l'évêque lui présenta le livre des saints évangiles et il jura qu'il tiendrait loyalement tout ce qu'un bon roi devait faire. Pour lors, les portes de l'église lui furent ouvertes, il y entra pour faire ses prières puis alla coucher au palais. La nuit se passa en danse, en festin, en feu de joie, en course dans les rues. Le roi ne demeura que 3 semaines à Paris. Sa présence qui avait tant réjoui les Parisiens n'apporta aucun soulagement à leurs maux. Les ravages des écorcheurs, la disette, la misère, le manque de commerce et de travail ne se firent pas sentir moins cruellement. Paris seul n'était pas en proie à ces fléaux. Tout le royaume et la Flandre furent au commencement de cette année ravagés par la plus effroyable famine qu'on eût jamais vue. Elle augmenta encore les désordres, les pillages, les cruautés. Une épidémie affreuse se joignit à tant de calamités. Elle fit périr une quantité immense de personnes. Dans beaucoup de villes, on ne pouvait suffire à ensevelir les morts. À Paris, il mourut environ 50 000 habitants. Des rues entières étaient désertes. Les loups venaient sans nulle crainte et en plein jour, au milieu de la ville, ils y dévorèrent parfois des enfants et des femmes. Au milieu d'une si horrible situation, les courses des compagnies ne pouvaient que redoubler. Il n'y avait plus aucun ordre, aucune obéissance dans le royaume. Après que le duc, en domptant les gens de Bruges, eut apaisé pour quelque temps du moins les révoltes de Flandre, il reprit ses desseins contre Calais. On lui persuada qu'en rompant les digues, il pourrait inonder la ville et contraindre les Anglais à l'abandonner. Toute cette peine et cette dépense furent inutiles, et l'on s'aperçut, mais trop tard, que c'était une chose impraticable. La guerre se continuait ainsi sans aucun avantage pour les uns ni pour les autres. L'Angleterre comme la France et comme la Flandre étaient épuisées d'argent, en proie à la famine et aux maladies. Les malheurs qui désolaient les États du roi de France et du duc de Bourgogne continuèrent donc, comme auparavant. Aussitôt après, le roi de France s'en alla à Orléans pour y tenir les États de son royaume afin de leur faire connaître ce qu'il avait fait pour procurer la paix et aussi pour aviser aux moyens de mettre fin aux horribles désordres des écorcheurs et de tous les gens de guerre. L'assemblée des États à Orléans fut nombreuse et solennelle. Tous les princes y étaient ou y avaient envoyé leurs gens. L'évêque de Tournai, le sire de Brimeux, le sire de Créqui étaient ambassadeurs de Bourgogne. Enfin, de toutes parts, chacun et le roi tout le premier n'avait d'autre désir, d'autre volonté que de s'occuper du bien du royaume, de son gouvernement et du moyen de le mettre en bonne paix, justice et police. L'archevêque de Reims, chancelier de France, commença par exposer que récemment, il y avait eu des conférences pour la paix, qu'on y avait de part et d'autre présenté des articles, qu'on s'était séparés en convenant que chacun les porterait à son roi pour savoir sa volonté et qu'on se réunirait de nouveau au mois de mai prochain. Le chancelier termina en disant à cette noble assemblée que tous devaient aviser au bien de la chose publique, au recouvrement du royaume et dire en conscience leur bon et vrai avis.
Après avoir pris 2 jours pour y bien réfléchir, les gens des États se réunirent dans la chambre du conseil pour traiter de ces hautes affaires. La plupart des seigneurs présents parlèrent aussi, de même que les ambassadeurs des autres princes. Les députés des bonnes villes dirent aussi leur opinion. Bref, on démontra presque tout d'une voix les désolations, les maux, les pillages, les meurtres, rébellions, vols, ravissements, rançonnements qui se faisaient sous ombre de la guerre, et, au contraire, quel bien, quelle joie, quel plaisir régnerait dans un pays qui aurait la paix. Il fut donc proposé qu'au mois de mai prochain, les ambassadeurs retourneraient à Saint-Omer pour conclure la paix, si les Anglais y voulaient entendre à des conditions raisonnables. Toutefois, comme le dauphin était absent et que les seigneurs et les députés du pays de Languedoc n'étaient point présents, on régla qu'une autre assemblée des États se tiendrait à Bourges, au mois de février. Ce qui fut surtout remontré bien au long par les gens des 3 États, ce furent les grands excès des gens de guerre. Le roi reconnut authentiquement qu'il vivait sur le peuple sans ordre ni justice. Considérant la pauvreté, l'oppression, la destruction de son peuple dont il avait si grand déplaisir, il déclara que son intention était de ne plus tolérer ni souffrir en aucune façon de telles choses, et il rendit une fort belle et haute ordonnance, sous forme de loi et d'édit général, perpétuel et non révocable, ou bien, comme on disait alors, de pragmatiques sanctions, afin de mettre les gens de guerre sous meilleure discipline. Il était ordonné à cette multitude de capitaines qui s'étaient élevés de leur autorité privée et avaient assemblé un grand nombre de gendarmes sans congé ni licence du roi de ne plus porter à l'avenir le nom de capitaine, à moins d'être compris dans un certain nombre de capitaines de gendarmes et de traits, gens sages et prudents, élus par le roi pour la conduite de la guerre, pourvus de cet office et à qui serait confié un certain nombre de gens. Ces capitaines, élus et commis par le roi, devaient être tenus de choisir des gendarmes et de traits et autres gens de guerre notables, suffisants et habiles, et de répondre de leur conduite. Il était défendu sous peine de crimes de lèse-majesté, de confiscation de corps et de biens, de perte de noblesse et de tout droit aux honneurs et offices publiés, d'être assez hardi pour lever, conduire ou recevoir une compagnie de guerre sans congé, licence, consentement, ordonnance ou lettre patente du roi. Le roi finissait par commander que cette loi et ordonnance fût publiée dans les bonnes villes et dans tous les lieux de son royaume. On eut bientôt une grande et nouvelle preuve de la nécessité de discipliner les gens de guerre. Ce bon ordre qu'on s'efforçait d'établir n'était pas du goût de tout le monde. Il gênait les seigneurs qui s'étaient accoutumés à se gouverner uniquement selon leur volonté. Ce n'était pas non plus chose facile que d'ôter à tous ces capitaines les compagnies qui les rendaient si puissants et si redoutés. De Bourbon et d'Alençon, le comte de Vendôme et le comte de Dunois résolurent de faire ce qu'on avait déjà vu plus d'une fois, de changer par la force le gouvernement du royaume, de chasser du conseil ceux en qui le roi avait mis sa confiance et de détruire ainsi le grand crédit du connétable. Ils laissèrent tout à coup le roi et s'en allèrent au château de Blois. Le sire de la Trémouille, qui cherchait toujours à regagner le pouvoir dont il avait été dépouillé, était l'âme de toute cette affaire. Ses conseils n'avaient pas peu servi à faire prendre un tel dessein par les grands seigneurs. Les autres chefs de routiers se mirent en pleine désobéissance et recommencèrent à tenir les champs. Le dauphin était pour lors à Loches, revenant du Languedoc où, par ordre du roi, il venait de passer une année, s'efforçant de remettre quelque ordre dans cette province, à quoi il avait assez mal réussi. Les seigneurs de la Praguerie, car on appela ainsi cette révolte, à cause des troubles et des séditions de la Bohême et de Prague dont on parlait alors beaucoup, avaient formé le dessein de mettre ce jeune prince à leur tête. Le dauphin déclara qu'il était las d'obéir comme un sujet ainsi qu'il l'avait fait par le passé, qu'il entendait se conduire par sa volonté et se sentait capable de faire le bien du royaume. Ses partisans et lui ajoutaient beaucoup de discours injurieux au roi. Ils disaient que c'était un prince adonné au repos et à la mollesse, qui ne s'inquiétait nullement de défendre son royaume contre les ravages des ennemis, ni même de ses propres capitaines. Le dauphin assurait que, par son courage et son activité, il aurait bientôt fait cesser de tels désordres. Le roi, cette fois, ne montra nulle faiblesse. Il assembla tout aussitôt une armée. Il écrivit aux bonnes villes et dans toute la France qu'on eut à refuser obéissance et entrer aux dauphins et à leurs alliés.
Il envoya au plus tôt le sire de Xaintrailles chercher le connétable qui l'avait quitté depuis peu de jours pour retourner à son gouvernement de l'île de France. Le dauphin était déjà à Niort avec le duc d'Alençon. On avait écrit au duc de Bourgogne pour avoir son appui. Aussi tous ces grands seigneurs se montrèrent-ils bien hautains et parlèrent-ils sans ménagement au connétable. Le roi partit sans tarder pour Poitiers. Aussi fut-il résolu de tenir la campagne. Saint-Mexan venait d'être surpris par trahison, mais les habitants et les moines se défendaient encore vaillamment dans une porte de la ville et dans le couvent. Le roi arriva à temps pour les secourir. Il se montra reconnaissant de leur courageuse fidélité, leur accorda de beaux privilèges, anoblit les bourgeois, leur promit que la ville serait toujours uniquement à leur garde, et maintint si bien l'ordre et la discipline que dans une ville où l'on entrait à main armée, il n'y eut pas un homme tué, pas une femme maltraitée. Cela était bien nouveau et sembla merveilleux. Le château fut pris le lendemain et les rebelles qui s'y trouvèrent furent égorgés et décapités, hormis ceux qui étaient serviteurs du duc d'Alençon, que le connétable pria le roi d'épargner à la condition de ne jamais s'armer contre son autorité. Les affaires de la praguerie n'allaient pas aussi bien que l'avaient espéré les seigneurs. Le duc de Bourgogne, après en avoir délibéré dans son conseil, avait fait répondre au dauphin qu'il était, lui, ses pays et tous ses biens forts au commandement de monseigneur le dauphin, et le recevrait de son mieux quand il lui plairait venir, mais que pour nul motif il ne lui accorderait faveur ni aide s'il s'agissait de faire la guerre au roi son père. Qu'au contraire, il était prêt à s'employer de toute manière pour le faire rentrer en grâce et lui conseillait de le tenter, car continuer cette guerre lui semblait un trop grand déshonneur et causerait trop de dommages au royaume. À cet effet, il envoyait des ambassadeurs au roi afin de s'entremettre pour se traiter. Peu après, le comte de Dunois abandonna la praguerie, vint demander pardon au roi et s'excusa d'avoir voulu saisir le connétable. Quant au duc de Bourbon, qui était le principal auteur de l'entreprise, il y persista encore. Le duc de Bourbon et les seigneurs de son parti ne pouvaient engager personne dans leur sédition, pas plus les gentilshommes que les villes. La noblesse d'Auvergne avait répondu qu'elle servirait volontiers monseigneur le dauphin, mais jamais contre le roi, et que si le roi venait dans la province, certes les gentilshommes n'oseraient jamais lui refuser l'entrée des villes ni des forteresses. Les gens de la praguerie avaient aussi compté que les compagnies de routiers du Languedoc viendraient à leur secours. Au contraire, elles obéirent aux ordres du roi. Le duc de Bourbon pensa alors à entrer en Bourgogne. Mais le duc Philippe avait ordonné qu'on s'opposât à l'entrée des compagnies. D'ailleurs, les villes et le peuple, encouragés par l'ordonnance du roi, ne voulaient plus se laisser piller et rançonner. Le pays était prêt à se soulever contre la praguerie. Les seigneurs révoltés étaient presque sans espoir et n'avaient plus qu'à faire leur paix. Mais le dauphin, tout jeune qu'il fût, était fier et plein de volonté. Il lui déplaisait d'avoir à s'humilier et surtout de sacrifier ceux qui s'étaient mis de son parti. Après 3 jours de conférence, les ducs d'Alençon et de Bourbon promirent qu'ils ramèneraient le dauphin et allèrent à Moulins pour le chercher. Au jour marqué, il se refusa à venir puisque le roi n'avait point consenti à pardonner aux gens de son hôtel. Alors il fallut continuer la guerre. Le roi prit Vichy, Varennes, Roanne, partout les villes se soumettaient d'elles-mêmes. Lorsque quelqu'une faisait résistance, le roi y venait pour empêcher qu'en y entrant de force, on y commît des cruautés et des désordres. Le dauphin se mit en route pour aller se présenter à son père. Il chevauchait avec le duc de Bourbon. Arrivé à l'hôtel du roi, son fils et le duc de Bourbon s'agenouillèrent par 3 fois devant lui. À la 3e fois, ils le supplièrent humblement de leur pardonner et de ne plus les avoir en indignation. « Louis, dit le roi, soyez le bienvenu. Vous avez beaucoup tardé. Allez pour aujourd'hui vous reposer en votre hôtel. Demain, nous vous parlerons. » Puis, se tournant vers le duc de Bourbon, « Mon cousin, dit-il, j'ai déplaisance de la faute que vous avez commise contre notre majesté, et ce n'est pas la première. » Il lui rappela ensuite que déjà 4 fois il lui avait pardonné de graves désobéissances. Il ajouta encore d'autres paroles graves, sages et fortes pour les congédier. Le lendemain, ils vinrent à sa messe et, après, devant les gens du conseil, ils demandèrent encore pardon de leur conduite. « Louis, répondit sévèrement le roi, les portes sont ouvertes, et si elles ne vous sont pas assez grandes, je vous ferai abattre 15 ou 20 toises des murs pour votre passage. Allez où bon vous semblera, vous êtes mon fils, et ne pouviez vous obliger envers personne sans mon consentement. Mais s'il vous plaît vous en aller, allez-vous-en, car, au plaisir de Dieu, nous en trouverons assez de notre sang qui nous aideront à maintenir notre
notre honneur et notre seigneurie mieux que vous n'avez fait jusqu'ici. » Sur ce, le roi le laissa et se tourna vers le duc de Bourbon qui lui fit serment de le bien servir et de lui obéir désormais fidèlement. Le duc de Bourbon signa ensuite un traité par lequel il rendit les forteresses qui étaient occupées par ces gens et leur avait servi d'asile pour se livrer à 1000 brigandages aux portes de Paris. Il remit aussi Loches, qu'il tenait depuis que le dauphin y avait commencé la praguerie. Le roi resta en Bourbonnais jusqu'à ce qu'on eût nouvelle certaine de la remise de ses forteresses. Quant au dauphin, tous les officiers de sa maison furent destitués, et on ne lui laissa que son confesseur et son cuisinier. Mais il reçut des lettres du roi qui, considérant qu'il était parvenu à l'âge suffisant pour avoir connaissance et s'employer aux affaires du royaume, tenir état et gouvernement et avoir des terres et seigneuries dont le revenu pût l'aider à soutenir sa dépense, lui confia le gouvernement et l'administration du Dauphiné, dont il portait seulement le titre. Cette guerre ainsi terminée, le roi fit publier qu'il avait pardonné à son fils et au duc de Bourbon, et renouvela encore en cette occasion toutes les défenses faites aux gens de guerre de soumettre le moindre dommage et de vexer le peuple. La praguerie avait duré à peu près depuis le mois d'avril jusqu'au mois d'août. Le roi ne s'était durant cet intervalle occupé de nulle autre chose, et les Anglais avaient profité d'une si favorable circonstance pour faire de grands progrès, prendre beaucoup de forteresses, ravager les provinces. La délivrance du duc d'Orléans, depuis les conférences de Gravelines, se négociait séparément et non plus au nom du roi de France. La duchesse de Bourgogne avait obtenu du cardinal de Winchester qu'il se chargerait de cette affaire. Le conseil se rangea à l'avis du cardinal, qui représenta que le retour du duc d'Orléans ne pourrait qu'accroître le désordre et les discordes parmi les princes de France. Le véritable motif était le besoin d'argent. La rançon du duc d'Orléans fut réglée à 120 000 écus d'or. Le dauphin et tous les princes de France se rendirent caution pour cette somme. Les États de Bourgogne accordèrent un subside au duc pour l'aider à payer les 30 000 écus qu'ils avaient garantis. Le duc d'Orléans, après avoir pris congé du roi d'Angleterre et fait serment sur la Sainte Communion de ne jamais porter les armes contre les Anglais, fut conduit à Calais et de là à Gravelines. La duchesse de Bourgogne, qui plus que personne avait travaillé à sa délivrance, était venue l'y attendre. Peu après, le duc y arriva avec toute sa cour. Les deux princes s'embrassèrent à plusieurs reprises, se serrant dans les bras l'un de l'autre. Ils ne pouvaient d'abord parler tant leur émotion était grande. Enfin, le duc d'Orléans rompit le silence. « Sur ma foi, mon cher frère et cousin, dit-il, je vous dois aimer plus que tous les princes de ce royaume, ainsi que ma belle cousine, votre femme, car si vous et elle n'y aviez pas été, je fusse pour toujours demeuré aux mains de mes adversaires. Je n'ai pas de meilleur ami que vous. » « Mon cousin, répondit le duc Philippe, il y a longtemps que j'avais grand désir de m'employer pour votre rédemption, et il m'a été douloureux de n'avoir pu y pourvoir plus tôt. » Ils s'adressèrent encore beaucoup d'autres paroles de tendresse. Chacun était attendri de la joie de ce pauvre prince qui revoyait son pays après 25 années de captivité en terre étrangère. 3 jours après, à la Saint-André, le duc résolut de tenir son chapitre de la Toison d'Or et de pourvoir à 5 places qui étaient vacantes. L'évêque de Tournai et le chancelier de Bourgogne allèrent consulter le duc d'Orléans pour savoir si ce serait son plaisir de recevoir l'ordre, comme le souhaitaient le duc et les chevaliers. Il répondit qu'il serait honoré de porter l'ordre de son cousin. Bientôt après, il se rendit en la salle du chapitre où siégeaient le duc et les chevaliers revêtus de leurs manteaux et insignes. Le sire de Lannoy alla au-devant de lui. « Monseigneur, dit-il, vous voyez monseigneur de Bourgogne et mes seigneurs ses frères de l'ordre de la Toison d'Or, qui ont avisé et conclu dans leur chapitre que pour la très haute renommée, la vaillance et la prud'homie qui est en votre noble personne, ils vous présenteraient le collier de l'ordre, afin que la très fraternelle amour qui est entre vous et mon très redouté seigneur puisse s'entretenir et persévérer d'autant mieux. » Le duc d'Orléans s'inclina, et le duc lui passa le collier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite le roi d'armes, Toison d'Or, le vêtit du manteau et du chaperon. Le duc d'Orléans demanda alors au duc de vouloir bien porter aussi le collier de son ordre du porc-épic. Il tira de sa manche le collier qu'il avait apporté et le lui passa au cou. Tous les seigneurs qui étaient présents se réjouissaient d'une si grande fraternité entre les princes. Le collier de la Toison d'Or fut aussi dans ce même chapitre envoyé au duc de Bretagne et d'Alençon. Enfin, après 10 jours passés dans tous ces grands divertissements, le duc s'en alla à Gand. Ce fut là qu'il se sépara du duc d'Orléans. Le cortège de ce prince était de jour en jour devenu plus nombreux. De toutes les provinces voisines, il arrivait des gentilshommes pour le prier de les prendre dans sa maison et à son service.
Chacun imaginait qu'il allait être tout-puissant en France, que tout le gouvernement se conduirait à sa volonté et qu'il y aurait fort à gagner de s'être mis des premiers avec lui. Le duc de Bourgogne, sans doute, avait aussi la pensée que le duc d'Orléans allait s'emparer des affaires du royaume. Elles allaient depuis quelque temps assez mal à son gré. Il se voyait des ennemis dans le conseil du roi. On n'avait pas pour lui autant de ménagements et d'égards qu'il en aurait exigé. C'était pour changer cette façon de gouverner qu'il s'était mis en peine de faire revenir le duc d'Orléans. Il traversa les villes de France, partout reçu et fêté comme si c'était le roi. Le peuple était si malheureux qu'il cherchait en qui mettre l'espérance de la fin de ses maux. Il s'était vainement fié aux autres princes. Celui-là revenait après 25 années d'absence. On ne pouvait lui rien imputer de ce qui s'était fait dans le royaume. Son sort avait longtemps excité la pitié. Il avait bonne renommée. C'en était assez pour qu'on lui fît grand accueil. Il arriva à Paris et n'y fut pas moins bien reçu que dans les autres villes. Le duc d'Orléans se proposait d'aller de là rendre ses devoirs au roi. Mais il arriva ce que les hommes sages avaient prévu. Le roi n'avait point vu avec plaisir le duc d'Orléans devoir sa liberté à l'intervention de la Bourgogne, puis se rendre pour première visite chez le duc Philippe, contracter des alliances avec lui et former sa maison en grande partie de bourguignons. Tous ces échanges d'ordre et cette fraternité de chevalerie entre les ducs de Bretagne, d'Alençon, d'Orléans et de Bourgogne lui inspiraient de l'inquiétude. Il eût mieux valu, disait-on autour de lui, que le duc d'Orléans, en arrivant d'Angleterre, s'en vint tout aussitôt présenter ses respects au roi, au lieu de tarder si longtemps et de se composer un si grand train. Le roi, après la fin de la praguerie, était revenu à Bourges, afin de s'occuper des affaires de l'église, pour lesquelles le clergé était assemblé. En attendant, les peuples murmuraient, ils se figuraient qu'on ne prenait nul souci de les soulager, et voyaient les seigneurs uniquement occupés de leur discorde. Le roi n'est entouré que de larrons. Il forme sa compagnie. Aussi dit-on à nos marchands lorsqu'ils s'en vont faire commerce dans les pays étrangers que notre royaume est l'égout où viennent se rendre les larrons de toute la chrétienté. C'était surtout vers les marches de Bourgogne, de Champagne et de Lorraine que les ravages étaient les plus effroyables. Les pillages et gens de guerre avaient toujours déplu au roi, et il s'était essayé plusieurs fois à les faire cesser. L'autre année, il y avait mis ordre et établi des compagnies soudoyées. Mais on avait soulevé les gendarmes et fait renaître tous les pillages. Le roi avait grand déplaisir de la pauvreté de son peuple et avait intention de le soulager de tout son pouvoir. Il avait déjà fait cesser les pillages en Champagne et le ferait successivement ailleurs. Mais il fallait pour cela que les gendarmes fussent payés et nourris. Il était déterminé à y pourvoir, puisqu'il s'agissait d'empêcher la dépopulation et la destruction du royaume. Quant au duc de Bourgogne, le roi avait toujours désiré avoir paix, amour et bon accord avec lui. Jusqu'alors, il n'y avait rien épargné, et voulait continuer à entretenir cette paix. Pour l'affermir, il avait donné sa fille à monsieur de Charolais. Si tous les articles du traité d'Arras n'étaient pas accomplis, c'est que le roi avait eu de grandes affaires et fort à souffrir, mais son intention était de les exécuter dès qu'il le pourrait, de façon à contenter le duc de Bourgogne. Il n'avait à sa connaissance violé ouvertement aucun article de cette paix.